pour le potentiel marché aussi qui nous attend, quelles sont tes cibles pour Bitcoin? Bah écoute, c'est les 100K. Hein, Les 100K. Ce qu'il faut, c'est croiser les niveaux horizontaux avec les informations sur la liquidité. Et en fait, très souvent, tu as des pièges, mais qui sont pas vraiment des pièges. C'est-à-dire qu'imagine une bêtise, tu as un support à 10, voilà, le marché est monté à 15, tu attends qu'on retourne à 10, et tu vois en fait qu'il y a tous les stops de protection qui sont entre 8,5 et 9. Tu peux être certain qu'on ira faire la mèche. Bonjour Vincent. Salut Lilian. Comment ça va? Écoute, super bien. Ravi de te voir sortir de ton studio qu'on connaît par cœur. Et on t'a rarement vu en dehors. C'est assez rare, ouais, c'est assez rare. Je suis trop timide en fait pour aller pour changer de cadre. Mais un jour, je vous montrerai comment c'est chez moi. Tu nous feras les fameuses vidéos de youtubeurs, mon setup, etc. Exactement. Hâte de voir ça. On avait des soucis de micro. Ouais. Mais ça, c'est des soucis qui te... Ah non, mais ça, c'est un enfer. Ça, c'est ton quotidien. C'est un enfer, en fait. Chacun perçoit le son de manière différente. Chacun a un ordinateur différent. Tu peux écouter une vidéo dans les transports avec ton téléphone, chez toi posé, ordinateur portable, ordinateur fixe. Bref, moi, j'ai arrêté de regarder les commentaires sur les micros parce que, je vous garantis, chers amis, j'ai passé mon année à essayer de trouver le bon setup. Ça peut pas plaire à tout le monde. Et toujours dans l'ambition de satisfaire ta communauté. On veut que le son soit bon. Mais enfin, on regarde tous des vidéos, même sur d'autres sujets. Moi, je m'intéresse à plein d'autres sujets. Enfin, sur YouTube, je regarde pas forcément des vidéos crypto. Et je sais que le son peut faire la différence. Bon, voilà, il faut pas non plus raconter n'importe quoi. Mais à partir où il y a un discours intéressant, cohérent, il faut qu'il y ait un bon son. Donc, enfin bref, voilà, on est en train de corriger ça. Là, on est bien. Bon, mais en tout cas, bien, tout ce beau matériel. On est bien lotis. Et Vincent, pour commencer, oui. C'est une coutume qu'on a d'habitude, évidemment, pour tous les podcasts, c'est de présenter l'intervenant. Alors toi, bon, évidemment, les gens qui nous écoutent, ils te connaissent, tu apparais tous les mardis sur la chaîne YouTube de Cryptos pour ton technical briefing. Le Cryptos Technical Briefing. Exactement, je le vois en direct. Et puis tu apparais aussi, évidemment, sur Cryptos Research, notre groupe privé, et tu apparais aussi à l'écrit tous les jeudis sur Cryptost, et tu as aussi d'autres activités, on te voit sur BFM notamment, BFM Crypto. En tout cas, tu fais beaucoup de choses, mais moi j'aimerais bien qu'on te pose quand même cette question-là de ton parcours, de qu'est-ce que tu as fait auparavant, qu'est-ce qui t'a amené à devenir trader sur le marché crypto notamment, en particulier, et même jusqu'à Cryptost. Je suis content d'être venu ici sans avoir rien préparé justement sur ce sujet, parce que j'aime bien venir comme ça, être surpris par les questions. Alors, me présenter, tu viens de dire un certain nombre de choses, mais oui, je m'appelle Vincent Gann. À la base, moi c'est simple, je suis arrivé sur les marchés par les graphiques. Alors, pas forcément, non, j'ai commencé par le marché action, par des choses vraiment qui m'intéressent toujours actuellement, mais l'étude des états comptables. J'ai commencé par l'analyse financière du marché action. Ça a été mon premier job. Et en fait, très rapidement, j'en suis venu au graphique. Moi, quand j'ai commencé à m'y intéresser, il y avait les connexions Internet, c'était super, c'était très long. C'était, il me semble, le modem 56K ou même 128K. Et j'allais voir les graphiques sur, par exemple, zonebourse.com, boursorama.com. Ça mettait, pour changer de graphique, tu sais, t'attendais 1 minute 30. Donc là, je chargeais le graphique de telle action, boum, j'allais me servir un café. Je te croyais pas aussi ancien, Vincent. Si, pourtant, bon, j'ai que 41 ans, mais moi j'ai commencé à m'intéresser à la bourse avant mes 18 ans. D'accord. Parce que j'avais, mon grand-père, paix à son âme, lui s'intéresse au marché action, il recevait la lettre recommandée du revenu, je crois c'était. Et puis chaque mercredi, il me donnait sa lettre recommandée, c'était un descriptif à l'écrit des opportunités actions. Et puis voilà, donc je suis arrivé en bourse via l'analyse graphique. Moi, après, j'ai ma formation, je fais une prépa, je fais une école de commerce, j'ai fait des formations complémentaires en finance de marché. Et voilà. Mais pour revenir sur ce que tu disais, sur ce que tu as introduit de moi au début, à l'instant, en fait, pour moi, c'est hyper récent, les vidéos YouTube. Moi, j'ai commencé à faire ça, c'est pendant le confinement. C'est même juste après. Je me souviens avoir enregistré ma première vidéo avec webcam. D'ailleurs, c'était la honte. C'était une webcam vraiment mauvaise qualité. Les premiers commentaires sur Ketos, c'était qu'est-ce que c'est que cette webcam? Et je me suis amusé à reprendre mes premières vidéos. Je crois que la première sur Cryptos, ça devait être septembre ou octobre 2020. D'accord. C'est ça. Donc, c'était entre le premier et le second confinement. Et je les ai repris. C'était... la différence. C'était vraiment. Mais bon, j'ai commencé en fait sur le tard. Ouais. Mais en tout cas, tu as quand même derrière toi un background assez exceptionnel, quand même, de plus de. On peut dire plus de 20 ans finalement, quand même, à étudier un peu les marchés. Voilà, ouais, j'ai longtemps été salarié. Hein, oui, donc effectivement, j'ai pas précisé ça, mais là maintenant, je suis indépendant, mais j'ai longtemps été salarié. Donc oui, je suis passé par des brokers, des banques de sociétés d'analyse. Et voilà, tout simplement. Donc c'est ça aussi. Les cryptos, c'est vraiment les cryptos, j'y suis arrivé par l'analyse graphique
D'ailleurs, au début, forcément, moi j'ai travaillé chez un broker Forex, donc le marché d'échange. Les cryptos n'étaient pas du tout appréciés. Et quand le Bitcoin a fait un premier pump là, entre 2015 et fin 2017, et qu'on avait beaucoup de clients qui nous demandaient pourquoi il n'y a pas les CFD crypto chez vous, etc. Nous, on avait des instructions du top management qui nous disaient non, répétez que le Bitcoin c'est dangereux, etc. Voilà, moi c'est bon, mais vous voyez, je ne suis pas, j'ai pas suivi trop longtemps la propagande. Maintenant, je suis passé de l'autre côté. Non, mais en tout cas, ça se ressent de toute manière dans ta manière de faire de l'analyse technique, dans tes contenus sur Cryptost. Il y a quand même cette vision très macroéconomique, au-delà simplement de l'analyse purement des graphes Bitcoin, etc. C'est ça que les gens apprécient, il faut avoir une vision complète. Alors après, il y a plusieurs écoles. Moi, je connais des analystes techniques qui, eux, ont un principe, c'est de jamais regarder les fondamentaux. Dire, on s'en fout de ton histoire fondamentale, ça sert à rien. Reste focus sur les graphiques. C'est vrai que franchement, avec le recul, je veux pas défendre la maison analyse technique, mais si on prend par exemple l'exemple du cours du Bitcoin, il y avait des signaux techniques de renversement haussier tout au long de l'année en fait, et on pouvait effectivement faire fi des fondamentaux, mais à un moment ou à un autre, ce qui est aussi intéressant, c'est de comprendre l'histoire fondamentale. Après, le risque, en regardant un peu partout, les fondamentaux classiques, l'économie, les signaux techniques, le risque à la fin, c'est d'avoir un biais fondamental, donc d'être, je ne sais pas, par exemple, haussier pour X raisons sur tel actif, et d'aller chercher dans les graphiques des signaux qui confirment son biais fondamental. Ouais. Et c'est là où, en fait, certains puristes disent non, reste sur tes graphiques, parce que sinon, tu vas, dans les graphiques, tu n'auras plus une vue objective, mais même inconsciemment, tu vas chercher, et franchement, ça m'arrive parfois, hein. Donc la meilleure façon à faire dans ces cas-là, c'est il faut supprimer tout, enfin, tu remets ton graphique à l'état vierge, et tu reprends tout depuis le début, et comme ça, au moins, tu essaies de t'éloigner d'un biais potentiel. Mais non, je suis assez d'accord avec toi aussi sur le côté même brouillard, on va avoir des données fondamentales qui vont se mélanger avec des données techniques, qui vont se mélanger avec de l'actualité, etc. Et à la fin, on a même des signaux qui se contredisent et on ne sait plus vraiment dans quelle direction regarder. Mais je l'ai aussi expérimenté alors que je ne suis pas vraiment un trader. Mais c'est intéressant d'avoir ton avis là-dessus. Et bon, de toute façon, on connaît un peu ton parcours. Maintenant, je voulais qu'on parle de quelque chose. C'est cette année 2023. Ouais. Année 2023 qui a été quand même assez exceptionnelle pour le marché crypto. Plus 150% pour Bitcoin, si je ne dis pas de bêtises, sur cette année. Et puis d'autres actifs dans le marché crypto qui ont encore plus performé. Je voulais avoir ton avis, toi, ton ressenti à la fin de cette année 2023. Qu'est-ce que t'en as pensé ? Qu'est-ce que tu retiens de cette année sur les marchés ? Déjà, c'est qu'on est passé en fait fin 2022 en fait dans le sillage de la faillite d'FTX. Tout le monde pensait le marché tombe à 16-15K, commençait à s'enfoncer sous l'ex-ATH. Il y avait une zone technique qui semblait un peu parfaite que tout le monde attendait, c'est celle des 10-12K parce que tu sais, c'était vraiment le point de départ du précédent bull run. Il y a eu le choc de la crise sanitaire qui était un peu une sorte d'anomalie. Et après, on est reparti. Et c'est vers l'automne 2020, lorsqu'on a dépassé les 10-12K, que le vrai volume est arrivé. C'est là où on a eu le départ de la hausse verticale. On a rejoint l'ex-ATH. En fait, on n'y a pas passé beaucoup de temps. On l'a dépassé dans la foulée. C'était la zone de point de départ, celle un peu trop parfaite. Et on n'y est pas allé. Et en fait, le marché a donné ses premiers signaux techniques de renversement haussier. Alors, dès décembre, mais en fait, c'est vraiment la reprise des 20K qui a été le premier signal. Et au final, oui, c'est assez inespéré. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui pariait fin 2022 sur une année superbe haussière pour le cours du Bitcoin en 2023, même eu égard aux fondamentaux classiques. Et Bitcoin a surpris tout le monde. Il a écrasé tous les actifs risqués. Il fait 3 fois mieux que les indices Nasdaq. Même au sein de l'écosystème, la Dominos a progressé. Donc oui, c'est une année de transition. Mais qui n'a pas été non plus linéaire. C'est-à-dire qu'on a passé l'année à douter. Peut-être un peu moins lorsque... Moi, la première chose qui m'a vraiment convaincu que ça allait le faire, c'est lorsqu'il y a eu la crise bancaire, qui a fait plonger le marché action, qui a fait flancher le cours des banques en bourse. La Fed est arrivée avec un plan de sauvetage. Et en fait, avant même que la Fed arrive avec son plan de sauvetage, le cours du Bitcoin a fait un point bas. Il s'est désolidarisé des marchés actions. Il y a eu tout de suite cette histoire d'aspect refuge, de diversification. Et après est venu se greffer dessus toute l'actualité sur les ETF. Et là, c'était parti. Donc, une année surprenante. Mais au final, après coup, c'est toujours facile. Mais c'était l'année, peut-être une des dernières. Imaginons, le halving arrive. On a bien compris le prochain cycle, peut-être 100, au-delà des 100K. Et à un moment ou à un autre,
arrivera à un certain prix où il y aura il y aura plus d'opportunités, je pense, comme on a eu en 2023. Sur le long terme, c'était peut-être la dernière. Justement, en fin 2022, on était autour de, comme tu disais, des 16 000 $. Et il faut le dire, le sentiment sur le marché était quand même vraiment catastrophique. J'étais persuadé qu'on irait faire la mèche à 10-12 avant de repartir. Ouais, mais je me souviens, à cette époque-là, j'avais sorti une étude sur Cryptost tout début janvier, je crois, pour parler du bear market, bull run, comment est-ce qu'on peut définir ces notions-là sur le marché crypto. Et alors pour moi, après, je suis pas analyste technique et c'est facile de le lire maintenant avec du recul, mais on avait trouvé le point bas au moment où j'écrivais cet article-là. Et pour moi, on sortait du bear market, quand Bitcoin passait au-dessus des 20 000 et se stabilisait au-dessus pendant plus de 2 mois. Et donc, je prédisais, un peu comme toi, que c'était l'année de la fin du bear, c'est-à-dire qu'on passait au-dessus et on revoyait plus ce niveau pendant un certain temps. Juste sur des considérations techniques, ton raisonnement était parfait parce que d'une part, c'était la première fois depuis le point de départ du bear market, on va mettre ça en novembre, c'était quoi, novembre 2021, parce que sur la syndicat, on refranchissait une résistance. Voilà, en fait, on avait brisé les 20K et le fait de le reprendre, c'était la première inversion de polarité qui était invalidée. C'était un signal, en tout cas, de fin de bear market. Ouais. Alors après, ça permettait pas de savoir qu'on irait jusqu'à 40K et la façon dont on allait y aller, le rythme. Mais oui, c'était d'un point de vue graphique pur, pour quelqu'un qui fait du graphique pur, voilà, la rupture. Il y avait ça. Et moi, j'attendais, évidemment, le halving, même si on n'en parlera pas, mais le halving, je pense que l'impact sera de plus en plus réduit et le prochain n'aura pas un impact aussi fort que les précédents. Et il y avait, et ça c'est un sujet que tu abordes très souvent dans tes vidéos, l'anticipation du pivot de la Fed. Qui arrive prochainement et en tout cas qui a été, je pense, déjà pricé sur les marchés, anticipé, je pense. Et donc, pour tous ces éléments-là, il y avait quand même une configuration qui était assez bonne pour une reprise haussière sur le marché crypto. Et là, à la fin de cette année 2023, tout ça, ça a été, c'est passé, c'est coché, on va dire. Et en plus de ça, on rajoute le sujet de l'ETF, l'halving qui se rapproche. D'après toi, il existe encore, parce que moi, je discutais avec quelqu'un récemment qui me disait que le problème, c'était peut-être justement parce qu'on ne pouvait plus lister de risques de baisse ou de chute. Et est-ce que toi, t'en vois une ou deux? C'est une très bonne question. Je suis d'accord avec toi de toute manière que quand tout le monde est positif, c'est le moment où forcément il y aura quelque chose de négatif qui va se passer sur les marchés. Je pense que le côté ETF, à mon avis, il y a une trop grosse attente à court terme de l'impact de l'ETF. D'ailleurs, on prend un risque parce qu'on enregistre ensemble cette vidéo, chers amis, dans l'intervalle où on attend. On est le 8 janvier, on ne sait absolument pas. Mais il faudrait qu'on appelle Gary pour. Je n'ai pas son numéro de portable. T'as pas son numéro ? Un petit SMS à Gary. Alors. J'aurais bien aimé l'avoir. Non, je pense qu'il y a un risque de trop grosse attente sur ce sujet-là. À mon avis, à court terme. À long terme, c'est indéniable, ça aura un impact exceptionnel sur le cours du Bitcoin. À court terme, les gens sont beaucoup trop bullish dessus. Et d'un coup d'un seul, on va pas avoir des milliards de dollars qui vont se déverser. Donc voilà, après... Mais tant mieux. En fait, tant mieux parce que l'idée, c'est quoi ? Moi, je vois ça comme ça. Imaginons que là, la SEC notifie l'ETF de Cathy Wood et d'autres. En fait, au final, que ce soit janvier ou mars, mais partons du principe que ce soit validé, ça apportera, donc, petit à petit, ça apportera des flux. Mais il ne faut pas croire que ça va déclencher un bull run vertical. Il y aura forcément des phases de prise de profit. Et moi, ma stratégie serait de dire que, voilà, on part du principe que les ETF vont être validés. Il y aura un moment ou un autre, parce que les gens pensent que ça n'arrivera plus, mais on connaîtra à nouveau des semaines à moins 10, moins 20, peut-être moins 25. Il faudra les lire comme des opportunités. Et pas comme, voyez, les ETF, ça n'a pas d'impact. Non, ça ne marchera pas comme ça. Même si les ETF sont validés, on s'expose encore à une semaine ou à un mois, moins 20, moins 25, mais ça ne viendra pas, invalider le risque de long terme des ETF. Il faudra lire ça comme une opportunité. Donc voilà, moi j'ai toujours appelé, un mouvement, ça doit toujours être construit. J'aime pas les phases verticales comme ça, comme on a eu le bull run, comme nous avons eu au moment des taux zéro de la crise sanitaire. Ça, pour le coup, il y avait une dimension bulle. Ok, je te poserai cette question après, mais juste je rajoute un dernier point sur ta question. Il y a un autre élément, moi, qui commence à me faire un petit peu peur. Tout le monde croyait à la récession en 2022. Finalement, on a eu plutôt un soft landing, comme toujours, à l'inverse de ce qu'on pense. Il y a quand même le début de cette potentielle crise immobilière aux États-Unis qui pourrait s'étendre jusqu'en Europe, parce qu'on sait qu'il y a un gros délai quand même au niveau du marché de l'immobilier. Et j'ai quand même un petit peu peur que ça impacte énormément l'épargne des Américains et donc toute cette narrative aussi sur l'investissement sur Bitcoin. Oui, il y a un certain nombre de risques. Il y a un certain nombre de risques là-dessus.
Après, c'est toujours pareil, c'est la façon dont on le lit. C'est-à-dire que s'il y a un risque économique encore aux États-Unis, l'économie américaine, elle ralentit. D'ailleurs, quand tu dis soft landing, c'est bien atterrissage en douceur par rapport au taux de croissance de 2021. En fait, c'est ça le principe. 2020, c'était la chute. 2021, on a fait des plus 8, des plus 9. 2022, ça ralentit un peu. Et là, pour 2024, on attend une croissance de l'économie US d'environ 1%. L'idée, c'est quoi? C'est que le débat qui est difficile, c'est on peut avoir un ralentissement économique. Quel impact sur les actifs risqués? Sur le marché action, si ralentissement économique il y a moins de bénéfices, ça peut être baissé pour le marché action. Mais pour le marché crypto, on ne raisonne pas en termes de bénéfices. Il n'y a pas de bénéfices, c'est très différent du marché action. Donc si un ralentissement économique amène les banques centrales, on ne va pas revenir au taux d'avant, les taux à 0 à 1%, mais à un entre-deux, là ça peut soutenir ça pourrait entretenir une décorrélation entre le marché action et le marché crypto. Donc, même en cas de ralentissement économique trop prononcé aux États-Unis, déjà, la bonne nouvelle, c'est que ça viendrait tuer pour de bon l'inflation. Mais je pense que ça pourrait quand même nourrir le marché crypto, dès lors que de toute façon, c'est nourri par la finance institutionnelle. La finance institutionnelle, elle veut des moyens de s'y exposer. Maintenant, elle a les contrats futurs, elle a les contrats d'options. Bon, il y a déjà les ETF basés sur les contrats futurs. Maintenant, peut-être les ETF Bitcoin Spot, on verra. Donc voilà, c'est pour eux, il y a une porte d'entrée. Ça peut être aussi une façon de se diversifier. Mais il existe encore un risque de baisse macroéconomique. Et on n'en parle pas assez, mais ça peut être la géopolitique. Alors, on regarde ce qui se passe actuellement en mer Rouge. Il y a carrément on sait déjà qu'il y a beaucoup de transports qui maintenant contournent, repassent par le sud de l'Afrique. Il y a des grosses entreprises occidentales qui ont, elles, annoncé que là, leur trafic par la mer Rouge, il était à l'arrêt. Bon, pour l'instant, c'est sous contrôle, mais imaginons d'autres conflits géopolitiques que je ne vais pas citer précisément, mais que tout le monde connaît, qui prennent de l'ampleur. Problème d'approvisionnement en pétrole, problème d'approvisionnement en gaz naturel. Le prix du pétrole qui s'enflamme, imaginons qu'il dépasse les $90, ce qui est le niveau à pas franchir, seconde vague d'inflation, et là, dans ces cas-là, ETF ou pas ETF, le marché peut se prendre une énorme claque. Parce que il ne faut pas oublier, la clé, c'est les taux d'intérêt du marché. Voilà. Si on devait retenir pour des éléments de la finance traditionnelle... Tu peux repréciser que pour ceux qui nous écoutent ce que c'est, justement, t'en parles souvent, on le sait, mais le repréciser encore. Alors, il y a dans la finance traditionnelle la tendance de deux actifs qui agissent sur le marché crypto, par corrélation inversée, les taux d'intérêt du marché, donc les taux obligataires des États, donc, je ne sais pas, le rendement obligataire à 10 ans des États-Unis, le rendement obligataire à 5 ans, à 2 ans, en fait, les coûts d'emprunt des grands États occidentaux, et derrière, c'est la base, ça se diffuse au financement des entreprises, au financement des particuliers. Alors, d'ailleurs, pourquoi, on peut se poser la question, pourquoi s'il y a une corrélation inversée entre ces rendements obligataires et le marché crypto? Tout simplement parce que le cours du Bitcoin, c'est comme l'or, ça ne rapporte rien. Il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas de rendement, il n'y a pas de dividende. Donc, à partir du moment où tu augmentes la rémunération par exemple, du marché obligataire, ça se traduira par un déplacement des capitaux vers le marché obligataire au détriment des actifs qui rémunèrent moins. Donc, pour l'or, le point commun entre l'or et le Bitcoin, c'est d'attirer des capitaux. Et pour attirer ces capitaux, il faut que les actifs qui, eux, rémunèrent par rendement, on attire moins, donc c'est d'où la corrélation inversée. Bon, je ne sais pas si je suis très clair, mais... Ah si, complètement. Alors après, il y a le dollar américain. Le dollar américain, c'est parce qu'on sait que lorsqu'on interroge les asset managers américains, lorsqu'on leur pose la question, par exemple, de savoir qu'est-ce qui vous fait aller vers un ETF Gold sur l'or, les ETF, c'est majeur. Qu'est-ce qui vous fait aller sur les ETF Gold? Et c'est la même chose, et ce sera le même raisonnement pour les ETF Bitcoin, Ethereum et peut-être d'autres. Ils répondent la tendance du dollar américain. Ça, c'est clair et net. Inversement proportionnel. Les mois où tu vois de gros inflows sur les ETF Gold XAUSD principaux, c'est en général les mois ou même les trimestres où le dollar américain, face à un panier de devises, est en baisse. Et ce dollar US face à un panier de devises, il va être influencé, comme d'habitude, par la dynamique de l'inflation aux États-Unis, la dynamique macroéconomique, celle du marché du travail, etc. Donc, non, mais ça... Si on reste sur cette thématique du risque de chute, je posais la question à quelqu'un qui était plutôt côté tech, et lui, il m'a répondu, il m'a dit la chose suivante, il m'a dit Bitcoin peut encore chuter, s'effondrer. Il m'a dit en cas de problème technique de la blockchain Bitcoin, un gros bug informatique, et là forcément, oui, c'est ECF, halving ou pas halving, on repasse. Ouais, alors, je sais pas qui est la personne qui t'a dit ça, mais je suis pas sûr que ce soit quelqu'un qui suive de près Bitcoin. Oui, ça paraît peu probable. Il l'a précisé. Ça paraît très peu probable. Alors oui, il y en a certains qui vont parler de ce sujet-là avec l'arrivée de l'IA et le développement des
ordinateurs, alors je sais plus c'est quoi le nom, mais beaucoup plus puissants. Alors il y a peut-être un risque. Bon, on va dire que c'est un risque quand même qui est quand même très faible. Bitcoin a prouvé sa résilience sur 15 années d'existence. Aujourd'hui, plus de toute manière, plus le Bitcoin est adopté, plus la quantité de personnes qui détiennent un nœud à la maison augmente, plus le risque de ça diminue. Donc non, je le placerai très loin dans la liste des risques, à mon sens, qui peuvent impacter le cours du Bitcoin. Il y en a plein d'autres avant, qui sont des risques plutôt d'ailleurs... comme tout ce que tu as expliqué, les risques macroéconomiques, les risques géopolitiques. Pour moi, c'est terminé. Pour moi, le risque réglementaire, il est entre guillemets derrière nous. En tout cas, sur Bitcoin, si on prend les États-Unis, on en parlait justement. En Europe, on a avancé sur le côté réglementaire, on est en avance. Aux États-Unis, il n'y a pas de cadre réglementaire strict, mais l'acceptation des ETF Bitcoin Spot, potentielle acceptation, c'est une certaine manière d'encadrer de manière réglementaire le Bitcoin, puisque tu l'intègres dans des instruments financiers traditionnels. Bitcoin, on a compris, c'est une commodities aux États-Unis, c'est géré par la CFTC. Elle est un peu exempt de toutes les discussions sur les securities. Le reste du marché crypto, attention, il y a encore des risques. Pour Bitcoin, ça devrait le faire. En Europe, c'est pareil. Bitcoin est un peu mis de côté. Le cadre réglementaire, voilà, il est mis en place, etc. Je pense vraiment que ce risque réglementaire là, il est en train de s'estomper. On l'avait vu avec le ban du minage de Bitcoin en Chine. Ouais, ça n'a pas eu un impact si fort. Donc moi, j'ai été agréablement surpris de voir à quelle vitesse. Finalement, c'est là qu'on voit que c'est virtuel, c'est informatisé, donc ça va vite. Ouais. C'est pas comme si on avait dû déplacer des usines, exactement, des usines et des grosses machines à aller chercher du charbon. Bref, ouais. C'est vrai que ça avait été rassurant. Moi, ça m'avait rassuré. Donc voilà, en gros, pour moi, les risques sont plus en dehors du marché crypto. Donc c'est, comme tu disais, voilà, les risques macroéconomiques, le risque géopolitique. C'est là où on pourrait avoir une énorme mauvaise surprise. Alors, personne n'y a un intérêt. Tu vois régulièrement, par exemple, ce qui se passe entre le Hamas et Israël. Car j'ai l'impression que toutes les semaines, tu as un diplomate américain qui est en déplacement en Israël pour essayer de calmer le... on sent que là, ce qui se passe en mer Rouge, les États-Unis qui déploient des bâtiments de guerre, en fait, cet aspect-là, tant qu'il reste sous contrôle, ça va. Si ça devait être hors de contrôle, et il y a d'autres zones, je sais pas, le conflit en Russie-Ukraine, la relation commerciale Chine-États-Unis, bon, sachant que je pense que la Chine, elle a aussi tout intérêt à faire comme les États-Unis, à s'assurer que le commerce continue de fonctionner, mais là-dessus, il peut y avoir un risque. Alors, si risque il devait y avoir, je le verrais plus en première partie d'année, et même moi, limite, ce risque-là, je le verrais comme une opportunité. Ça viendrait peut-être redonner pour la der des der, c'était l'expression de la... C'est pas la bonne expression parce que c'est celle de la Première Guerre mondiale, la der des der. Et c'était pas la der des der. Alors peut-être la dernière opportunité, s'il devait y avoir, imaginons, il faut un choc. Mais de toute façon, les chocs de prix sur le marché crypto, en général, c'est rapide. Imaginons une énorme mèche, un gros choc et tout. Ça serait peut-être la dernière opportunité de rentrer à bas prix. Bon, pas trop bas, espérons quand même. Non, mais on est d'accord. Et après, moi, je rajouterais juste, et on enchaînera sur l'année 2024, mais je rajouterais juste que... on a connu des conflits armés ou peu importe d'autres contextes compliqués dans les 40 dernières années. Les marchés à risque n'ont pas été pour autant, bien sûr à court terme il y a eu des problèmes, mais pour autant 2021 a été l'année où la majorité des marchés à risque ont connu leur ATH. Donc finalement, si on a une vision long terme sur Bitcoin, comme tu dis, un événement comme celui-là pourrait être, et là je fais vraiment que du point de vue investissement bien sûr, une opportunité. Pour les investisseurs. Ça a toujours été sous contrôle. Si on prend l'exemple de la guerre du Golfe, par exemple, moi je me souviens du pétrole à l'époque. Pendant la guerre du Golfe, le pétrole passait de 20 à 40 $. Bon, mais là, forcément, il y a eu un risque d'approvisionnement. Les approvisionnements étaient bien à l'arrêt pendant quelques semaines. Les États-Unis et la coalition ont envoyé 500, 600 000 hommes. Enfin, c'était pas rien. Je veux dire, et en fait, très vite, le pétrole est retombé progressivement à son point de départ. Parce que tous les pays, même là, le conflit entre le Hamas et Israël, on pouvait se dire qu'il y aurait moins d'exportation de pétrole de l'Iran, de l'Irak, des pays de la zone. Non, les exportations ont même augmenté. Les exportations aussi de pétrole russe, elles sont sur un record. D'accord. De toute façon, même ces pays qu'on pourrait considérer comme anti-occidentaux et qui ont, eux, intérêt à voir le prix du pétrole monter, et ce qui peut, pour moi, le risque... L'actif à suivre cette année, c'est le pétrole, si on cherche à tout à fait. risque. Mais même ces pays-là
ont quand même ont intérêt à revendre. Et même, tu prends les pays de l'OPEP, les 13 pays membres de l'OPEP. Récemment, ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord. L'Arabie Saoudite, elle voulait encore fermer le robinet de la production pour faire remonter le prix. Sauf que les 2 autres, ils ont dit, OK, bon, on a déjà fait plusieurs coupes de production. C'est bien beau de fermer le robinet. À un moment ou à un autre, il faut bien qu'on vende. Parce que bon, faire monter le prix à $200, mais si tu ne vends pas une goutte, sachant que donc il y a des choses comme ça moi qui me rassurent, mais après tu sais, un processus diplomatique. Récemment je relisais un bouquin, rien à voir, sur le déclenchement de la Première Guerre mondiale, un bouquin super intéressant. Comment est-ce qu'on a pu le conflit s'est déclaré en août 1914. En juin 1914, la plupart des pays, des grandes puissances, ne voulaient pas la guerre, non, parce que personne n'y a un intérêt. Et en fait, très très vite, en quelques semaines, on est passé, boum, mobilisation générale et tout. Puis comme ça enclenché, après ça part en vrille. T'es en train de nous dire que même si tout va bien, ça peut partir en cacahuète très vite. Les nationalismes, le retour des nationalismes dans les États et l'affrontement entre grandes puissances dans ce nouveau monde multipolaire, moi, c'est un risque. Personne n'y a intérêt, personne ne le veut, mais si à un moment ou à un autre, on franchit certaines lignes rouges, ils vont tous se mettre... Ouais. Donc ça, voilà, ça, bon. il faut l'avoir en tête, même si, bon, mais il faut quand même l'avoir en tête, quoi. Et là, pour le coup, c'est du concret, quoi. Ouais. Bon, ça, c'était un peu les risques. Moi, je voulais juste conclure sur la rétrospective de 2023 et j'étais un petit peu obligé de ressortir une vidéo. Bon, t'avais enregistré une vidéo en fin 2022 avec Valentin. J'ai enregistré beaucoup de vidéos. Non, là, c'était une vidéo où vous vous projetiez sur l'année 2023. Okay. Et je sais pas si Valentin passera sur cette vidéo, mais je pense qu'il m'en vaudra un petit peu de la ressortir. Mais vous aviez fait un pari sur l'année 2023 ensemble. Je vais pas te la ressortir, je pense que tu l'as en tête. C'était une très courte vidéo d'une petite minute. Voilà, c'était un pari. Toi, tu annonçais que 2023 allait être l'année de la fin du bear market. Hein, je te cite. Ce sont mes termes. Et donc, le cours du Bitcoin allait être au-dessus de celui où il était au moment où vous avez enregistré, donc aux alentours des $17 000. Et Valentin, pour lui, on allait plutôt être sur une année de latéralisation, voilà, une année un peu compliquée avant de connaître une belle année 2024. Bon, voilà, c'est pour ça que je te disais que Valentin va peut-être m'en vouloir, puisque tu as quand même plutôt remporté ce pari, on peut le dire. Alors après, c'est certain qu'on enregistre comme ça des vidéos, où on écrit des articles, tu sais comme moi, tu fais pareil, l'historique est là, on peut toujours trouver, là il a eu raison, là il n'a pas eu raison, mais effectivement... Mais là, tu confortes... J'avais une bonne... Mais à la base, je voyais des choses. Pourtant, il n'y avait pas encore les signaux techniques vraiment de renversement haussier, mais il y avait des divergences haussières sur des graphiques de long terme. Et moi qui fais à la base de l'analyse technique, les divergences sur des graphiques de long terme, c'est quasiment imparable en fait, sauf fait exceptionnel. Ouais. C'est jamais pris à revers, et alors que les fondamentaux ne sont pas encore là. Donc ça, c'est complètement dingue. Les divergences en hebdomadaire et en mensuel, c'est des trucs, parfois ça n'arrive que tous les 5-6 ans. Mais quand ça arrive, il faut y aller en fait. Ouais. C'est là où il faut y aller. Bon, en tout cas, j'ai pas de lot à t'offrir pour avoir gagné ce pari, si ce n'est que tu conserves ton titre de meilleur trader de Cryptost. Mais je te propose de le remettre en jeu. Analyste. Je te propose de le remettre en jeu. Ouais. Est-ce que ça te dit si on se refait un pari sur l'année 2024, puisqu'on est le 8 janvier, bien sûr. On est le 8 janvier au moment où on tourne cette vidéo, Bitcoin... Tu sais, quand on fait un pari comme ça sur une année début janvier, on a jusqu'au 31 décembre de l'année. Et tout peut aller très vite. Voilà. Tu vois, donc au final, moi, ça me fait pas de stress. Mais je veux pas parier sur le prix du Bitcoin à la fin de l'année prochaine parce que à tout moment, il peut monter très haut et redescendre très bas et ça biaise notre pari. Donc là, déjà pour le contexte, on est le 8 janvier, Bitcoin est à $43 000, je crois, si je ne dis pas de bêtises. On est avant l'acceptation ou non des ETF, donc on est vraiment... Donc ne tenez pas compte de... Voilà. Peut-être qu'au moment où la vidéo sortira, on sera... de ce qui se passe entre janvier et mars, on se projette après. Et donc, moi je me suis dit le plus intéressant comme pari, c'est est-ce que tu penses que Bitcoin retrouvera cette année 2024 son ATH? Ah oui, je sais. Ah oui, sans... D'accord. Oui. De manière très convaincue. Oui, les 70K. Voilà, les 70K, oui, tout à fait. Minimum. Cette année 2024. Ah bah si t'es aussi convaincu, est-ce que Bitcoin ira au 100K? Écoute, alors là, si tu vois, je vais être honnête, tout à l'heure, tu as ressorti une vidéo où j'avais pas dit de bêtises. Mais je veux pas te faire dire de bêtises. J'en ai une aussi en tête où j'avais dit des grosses bêtises. On avait fait 70K la première fois, on était retombé à 30-35. Et là, le marché était reparti, c'était en septembre-octobre 2021. Et là, j'étais persuadé pas forcément qu'on irait chercher les 100K, mais j'avais des objectifs d'extension de Fibonacci qui me donnaient entre 78 et 85. Voilà, donc on peut aussi ressortir cette vidéo. On a échoué à 70K. Et c'était peut-être l'erreur du consensus du précédent bull market, c'était d'aller chercher ce... Donc là, naturellement, je me dis oui que ça peut être la target des 100K. Si elle passe pas
dans le sillage du prochain halving, bah, c'est que vraiment il y a un problème, quoi. Il y a quelque chose qui se passe, il y a un blocage. Ouais. Bon, bah, si tu paries sur ça, je vais être obligé de prendre le pari que Bitcoin n'ira pas à son ATH cette année, mais qu'il ira en 2025 par contre. D'accord. Je suis obligé, mais j'aurais bien répondu l'inverse. S'il y va en janvier 2025, t'as gagné. Voilà, je vais parier sur, il y va au tout début janvier 2025, il franchit, c'est-à-dire qu'il attend, et à 2025, possible, il me fait plaisir. Ça pourrait être lié à des freins fondamentaux de la finance traditionnelle. Bon, alors, après, mais aussi, faisons autre chose. Imaginons que là, la SEC rejette les ETF Bitcoin Spot. Ouais. Il y a d'autres facteurs qui peuvent expliquer la hausse du marché crypto. Bien sûr. Mais là, dans ce cas de figure, je pense que effectivement, ça retarderait beaucoup. Ouais. Mais en même temps, quel est l'intérêt de la SEC de faire ça? Les États-Unis, c'est un pays pro-business. Il y a tellement, regarde, toutes les stars, BlackRock, numéro 1 mondial, je ne sais plus combien ils ont sous gestion, mais c'est monstrueux. C'est 10 000 milliards. Voilà, c'est 3 fois le PIB de la France. Mais il y a quel est l'intérêt de la SEC d'aller couper la tête de ces acteurs majeurs? Mais bon, c'est aussi un pays où on ne déconne pas sur le plan réglementaire. Donc, si ça peut être aussi le baroud d'honneur de M. Gensler, hein, de dire attention, on va attendre un peu. Voilà, j'ai l'impression qu'il est mal aimé au sein de l'écosystème. Je pense qu'il a quand même souvent tendu le bâton pour se faire battre. Il a même au sein même de cette institution, donc la SEC, il a quand même des voix qui s'élèvent contre lui. Beaucoup de personnes lui disent écoute, on comprend vraiment pas ton positionnement vis-à-vis de l'écosystème crypto. On sent qu'il a quand même une espèce de volonté d'aller taper dessus de manière totalement arbitraire, parfois sans trop de raison. D'ailleurs, la SEC s'est pris des réprimandes de l'entité qui les dirige, qui les chapeaute pour les décisions qu'ils ont prises pendant 2023. Donc oui, Gary Gensler n'est pas la personnalité la plus appréciée de l'écosystème, mais en effet, moi j'ai un peu de mal à croire que lui seul pourra décider pour X ou Y raison de contrer ces ETF. Mais aussi, ça me fait penser que c'est une année électorale aussi aux États-Unis. Exactement. Ça, il ne faut pas l'oublier, c'est une année électorale. Alors ça va à la fois agir sur la finance traditionnelle, c'est-à-dire qu'en cas vraiment de tension politique aux États-Unis, quel impact sur le dollar, quel impact sur les taux des marchés. C'est la première chose à surveiller. Et je pense qu'une fois cette élection présidentielle passée, c'est peut-être là où le gros du gros de la réglementation va peut-être arriver aux États-Unis sur le marché crypto. Donc c'est possible. Bon, en tout cas, on a compris, 2024, tu te situes plutôt de manière positive pour le marché crypto. Si mes termes avaient été mes mots précis, fin du bear market, j'avais dit. C'était l'année de la fin du bear market. Pour l'instant, c'est plutôt vrai. Ça sera au moins l'année de la fin du bear market. Moi, j'aimerais bien qu'on voit ensemble. Bon, on a compris le contexte macroéconomique qui est quand même plutôt favorable, on va dire, à une reprise haussière des marchés à risque et notamment du marché crypto. Alors, les marchés à risque, c'est-à-dire que le marché action, lui, est déjà tout en haut. Ouais. Donc, le marché action, après, ça dépend des secteurs, ça dépend des titres. Il n'y a pas forcément un potentiel incroyable sur les indices boursiers classiques, qui sont plutôt... Eux, il va falloir vraiment on a besoin de fondamentaux pour qu'ils puissent se maintenir là où ils sont arrivés. Le marché crypto, lui, il est encore très bas. Donc, je suis quand même plus à l'aise sur la capacité. Voilà, d'accord. C'est quoi un petit peu les objectifs techniques d'un point de vue purement analyse technique graphique sur le marché crypto, donc sur Bitcoin en 2024, et on verra après, on reparlera après potentiellement du contexte macroéconomique. En fait, là, c'est pas très compliqué dans le sens où quand tu as un historique de cours, tu prends tes graphiques de moyen long terme et tu vas chercher les principaux niveaux horizontaux. Donc, lorsqu'on n'a pas d'historique de cours, c'est-à-dire que lorsqu'on évolue sur des nouveaux records historiques, tu es obligé de calculer, c'est un grand mot, des objectifs dits théoriques. Alors, en général, les gens prennent... l'or est dans le même cas de figure, par exemple, il est collé à son record historique. Le record historique de l'or, c'est $2100. Tu vois, les gens ils vont te prendre un chiffre rond, 2500, 2700. Bon, tu prends un peu ce que tu veux. Mais en général, on peut utiliser les extensions de Fibonacci. On projette une proportion des mouvements précédents, ça donne des cibles. Tu peux aussi regarder sur le marché des options, là où il y a le plus d'open interest. L'option, c'est un strike. Et tu peux voir là où les institutionnels, je ne sais pas, une option call sur le gold, avec un strike à $2350, tu regardes en fait les différents strikes, et là où il y a le plus de volume, tu te dis, ça peut t'aider à trouver des objectifs théoriques. Donc, on peut faire pareil sur le cours du Bitcoin, puisqu'il y a des options, il y a des contrats futurs, tu peux calculer des extensions de Fibo, mais là, on n'a pas à s'embêter, puisque de toute façon, c'est simple. Les cibles, c'est de reprendre les objectifs
de 2021. Ouais. Donc, et c'est pareil sur ETH. Alors après, voilà, donc on a au moins ces cibles 70 et 5K, quoi. Et pour ce marché haussier, même si là on sort de 2024, pour le potentiel marché haussier qui nous attend, quelles sont tes cibles pour Bitcoin? Bah écoute, c'est les 100K, hein, c'est toujours Les 100K? Après, j'ai pas en tête par cœur là, mes objectifs, mes extensions de Fibo. Je les avais à l'époque quand je pensais qu'on allait dépasser les 70 pour de bon. Il faudrait que je retrouve ça, mais c'était entre 78 et 85. Mais j'ai plus exactement le. Bon, malheureusement, on n'y était pas allé. Ouais, je me souviens. Mais c'était. Ouais, Mais on n'y est pas allé à cause. Il y a une raison à ça. Hein. Moi, j'ai repris un peu ce qui. Ça, c'est lié aux corrélations. Hein. On a échoué en novembre 2021. Au moment où on avait deux choses, les tout premiers signaux techniques de fin des taux zéro, donc les taux du marché qui étaient tout en bas, tu avais les premiers dépassements de résistance tout en bas, ont été donnés en octobre-novembre 2021, et le signal de validation d'un énorme double bottom du dollar américain, pareil, automne 2021. Et bon, ça, j'ai vu ça après coup, mais voilà, donc c'est ça qui finalement n'a pas permis d'y aller. Donc c'est pourquoi cette année... si on envisage que BTC rejoigne ses 70K avant la fin d'année, on a besoin d'avoir au pire du pire un dollar qui est neutre et impérativement, mais vraiment impérativement, ne jamais refranchir les records que les taux d'intérêt du marché ont atteints en septembre dernier. D'accord. Donc ça, c'est impératif. Il ne faut pas que les taux d'intérêt du marché, par exemple le 10 ans américain, il ne faut pas redépasser 4,80, 4,90. Si on le fait déjà, c'est qu'il y a un choc, c'est qu'il y a quelque chose. Et là, halving ou pas halving, ETF crypto ou pas ETF crypto, peu importe, le marché pourra faire 25, 30, peu importe. Mais c'est intéressant de voir que on peut avoir le nez sur les graphes et se dire ok, Bitcoin là, il a le potentiel d'aller là pour telle et telle raison. Mais il y a quand même des éléments en dehors du marché crypto, comme tu le disais, qui ont qui ont convergé. Actif, en plus, là, plus ça s'institutionnalise, plus ça rejoint des éléments de la finance traditionnelle qui sont des éléments de flux. Et là, à ce moment-là, c'est là où le BTC va subir vraiment concrètement les mêmes corrélations des actifs dans lesquels il joue. Enfin, il joue dans la même catégorie que les matières premières. De toute façon, c'est comme le gold. Hein, je veux dire, c'est pareil, quoi. Bon, en tout cas. Alors après, par contre, c'est intéressant. C'est comme le gold, oui et non. Il y a aussi des arbitrages gold et Bitcoin. Et ça m'a marqué toute l'année. Systématiquement 9 fois sur 10, une séance où le gold fait plus 5, Bitcoin ne monte pas, et inversement. D'accord. Ça, et bon, parfois, c'est pas d'une séance à l'autre, c'est d'un mois à l'autre, et pour ça, on peut faire l'analyse technique du ratio gold-BTC, et qui est ou non BTC Gold. Et d'ailleurs, on a eu les premiers signaux techniques bullish sur, par exemple, le ratio BTC Gold ou le ratio BTC S&P 500. On a eu d'abord les signaux techniques aussi sur ces ratios, avant de les avoir sur le cours du Bitcoin par lui-même. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Mais tout ça, évidemment, tous ceux qui t'écoutent toutes les semaines sur Cryptos, ils le savent normalement. Comme je rabâche, en fait. Moi, je fais le perroquet chaque mardi. Hein. Ouais, ça permet de suivre ces éléments-là qui sont quand même assez compliqués à comprendre de tout seul quand on n'est pas trader. Déjà, on a suffisamment d'infos à avoir avec le marché crypto. Mais j'avais une petite question à te poser, justement, on parle de ça. Moi, je me suis toujours demandé un petit peu, Vincent, quelle était ta manière de trader, toi, d'appréhender le marché crypto? Est-ce que tu investis uniquement en spot? Est-ce que tu trades un petit peu? Est-ce que tu trades long terme? Parce que d'après tes analyses que tu proposes sur Cryptost, c'est plutôt vraiment une vision long terme des mouvements. Je fais pas de day trading crypto, j'en connais des gens qui font ça. D'ailleurs, sur le marché des changes, j'ai pu avoir une activité de day trading et encore plutôt de swing trading, c'est-à-dire que moi, mon record, j'ai dû passer 2-3 heures par semaine, grand maximum, du pur intraday, comme ça, j'en ferai jamais. Et c'était déjà compliqué sur le marché d'échange parce que tu avais un effet de levier important. Sur le marché crypto, tu peux trader sans effet de levier, hein, on est d'accord. Tu as une volatilité qui au final fait que c'est la même chose. Donc, pour moi, l'investissement crypto, c'est du moyen long terme. Parfois, ça peut être un trade comme ça sur quelques séances éventuellement, quelques semaines. Et c'est du positionnement long terme en fait. C'est là où il faut savoir utiliser toute la panel d'ordre de trading à ta disposition. Moi, je dis, vive l'ordre à court limité. L'ordre qui permet de te positionner à un stade précoce, tu repères ton niveau. Et il y a quelque chose que j'ai remarqué aussi. Alors, parfois, certaines personnes me disent, mais attends, là, j'ai mis mon ordre à court limité sur tel support. Finalement, sur le support, je me suis fait sortir. Mais en fait, justement, ce qu'il faut, c'est croiser les niveaux horizontaux avec les informations sur la liquidité. Et en fait, très souvent, tu as des pièges, mais qui sont pas vraiment des pièges. C'est-à-dire qu'imagine une bêtise, tu as un support à 10.
voilà, le marché est monté à 15, t'attends qu'on retourne à 10. Et tu vois en fait qu'il y a tous les stops de protection qui sont entre 8,5 et 9. Tu peux être certain qu'on ira faire la mèche. Donc son ordre à court limité, il ne faut pas le mettre à 10 ou à 10,10, 10,20. Non, tu le mets à 9,2, 9,4. Tu rentres lorsque les stops de protection des acheteurs au-dessus de 10 sont exécutés. Ouais. Là, boum, toi, tu te sers à ce moment-là. Et ça m'a marqué dans les deux sens, que ce soit des stratégies de vente sous résistance ou d'achat sur support. C'est une année, et quelle que soit la classe d'actifs, on a fait de la chasse à la liquidité partout. Donc, un piège technique dans le sens où le niveau est malmené, mais au final, lorsque tu le réintègres, voilà. Donc, c'est ça que je retiens en fait. Ok. Voilà, il faut essayer de croiser ces niveaux techniques et les informations sur la liquidité, on les a sur des sites publics Oui, bien sûr. et sur toutes les cryptos, hein, c'est pas que sur Bitcoin. Bien sûr. Donc c'est vraiment ça que je retiens, moi, pour essayer de rentrer avec un bon timing. Ensuite, pour les stratégies de moyen long terme, c'est rien ne vaut. Si je devais choisir un horizon de temps, c'est l'horizon de temps hebdomadaire. C'est là où. Et se concentrer sur les gros niveaux, les grosses zones d'accumulation. Donc tu n'as pas beaucoup d'opportunités, mais voilà, c'est ça qu'il faut essayer de. Sur les stratégies de moyen long terme, c'est mon horizon de temps favori, c'est celui-ci. D'accord. Alors après, le mensuel, lui, il te rassure. C'est-à-dire que le mensuel, quand tu as vraiment tes gros signaux haussiers et que là, tu as de l'actualité qui est catastrophique, moi, à chaque fois, je reprenais mon graphique mensuel. Mais non, mais ça va le faire, ça va le faire. Et le graphique mensuel du BTC, il est bullish depuis un certain nombre de mois. Et... Quand le soir, tu as un peu de doute, tu t'endors en regardant le marché en mensuel. Là, parfois, parfois, tu fais. Je me souviens, certains crypto statistical briefing. Le mardi, le marché faisait. Je me rappelle avoir fait une émission de moins 10, il faisait moins 10 le Bitcoin. Qu'est-ce qui se passe au moment de la crise bancaire et tout. Et tu as du mal à prendre du recul parce que tu es là dans l'hyper intraday, tu regardes tes graphiques journée et tu te dis, mais c'est dégueulasse, c'est horrible. Un gros gap baissier, c'est fini, c'est la panique. Cette fois-ci, on va à 10K et tout. Puis tu ressors ton graphique mensuel, tu fais, non, en fait. Voilà. Non, en fait, c'est. Je retiendrai ça, moi. Et à ce moment-là, j'attends la séance du lendemain, le pire est passé, c'est cool. Et là, donc voilà, moi, c'est plus comme ça. Mais j'ai des amis qui font vraiment du trading crypto, vraiment de manière intensive. Et à chaque fois, ils m'envoient des messages. Vincent, c'est fini, c'est la chute. Énorme rouge, c'est fini. Puis je zoome un peu sur leur capture d'écran. Je regarde un peu le truc. Je vois que c'est un graphique 15 ou 30 minutes. Je fais, non, mais ça, c'est bon, je m'en fous de ton graphique 30 minutes. Enfin voilà, c'est ça, chacun son. Et moi, voilà, je fais pas de day trading crypto. Je fais pas jamais de levier. Ouais. Ah ouais. Bon, il y a beaucoup le font et c'est sûrement très bien. Moi, je maîtriserai pas ça. D'accord. Justement, on parle un peu de trading comme ça. Je voulais te proposer quelque chose, Vincent. On terminera, je pense, là-dessus. Je suis récemment tombé sur une vidéo qui m'a fait pas mal rire d'un trader qui joue un peu à cet exercice-là. Donc l'idée, évidemment, pas de moi du tout. Mais je me suis dit que ça pourrait être sympa de le faire avec toi. Je me suis baladé un petit peu sur TikTok et de toute manière, je les avais déjà vu passer sur Instagram ou sur YouTube Shorts. En gros, c'est des traders sur des petites courtes vidéos d'1 minute qui vont te dire voilà, ma stratégie trading, c'est ça, regardez. Et donc, souvent, ils ont tendance à utiliser la fonctionnalité TradingView. Tu sais, tu peux revenir en arrière, mettre play et hop. Ouais, tout à fait. Tu vas me dire ce que tu en penses. Donc, je te montre certaines de ces vidéos. Hop. Ouais. Tu me dis ce que tu en penses. Alors, qu'est-ce que tu penses de ce genre de contenu avec ce fameux livre là où on a apparemment tous les patterns qu'on peut retrouver. Alors les patterns chartistes, c'est vraiment la base de l'analyse technique. On trouve ça dans tout bon bouquin. Je sais pas combien ils vendent, s'ils vendent des choses là, mais on trouve ça dans un bouquin à 10 euros ou 10 dollars. Enfin, c'est peu importe. Bon, là, il y a un côté un peu vendu rêve parce que des patterns, des triple bottom comme ça qui fonctionnent, c'est très bien. On peut aussi trouver des triple bottom invalidés. Bon, voilà, mais moi, j'en ai fait des choses comme ça, illustrer des patterns chartistes, on en a trouvé dans le marché. Par contre, c'est une vraie pattern de chartiste. Mais moi, ce que je peux vous dire à tous, c'est plutôt qu'aller vous ruiner dans des formations online à parfois plusieurs milliers d'euros, qui sont un résumé d'un bouquin à 20 dollars ou à 20 euros sur Amazon, prenez plutôt le bouquin. Donc, ouais. Ouais, en gros, voilà, c'était un peu ce que je voulais dire avec ces fameux livres où tu crois qu'il y a toutes tes charts qui sont dessus. Tout ça, on l'a gratos ou payant pour très peu cher sur Internet ou en livre. Il y en a un autre que je vais te présenter. Alors là, ça c'est exceptionnel. C'est quelqu'un qui se filmait. Donc pareil, tu peux mettre play. Ouais. Quelqu'un qui se filmait pendant qu'il était en train de trader.
Donc en gros, c'est quelqu'un qui prend une. À sortir moins mal que. Voilà. Mais qu'est-ce que tu penses de cette manière de trader? Donc là, concrètement, c'est quelqu'un qui trade quand même en très 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 court terme, qui voit devant ses yeux que ça va pas dans le sens qu'il avait prévu. Vois, ça m'a fait un petit, parce que j'ai connu comme ça des périodes comme ça de forte volatilité ou quand ça décroche, etc. Ça me fait penser, ça m'inspire tachycardie. Tu sais, tachycardie, c'est quand ton cœur se m'abatte un peu fort, etc. Tu commences à avoir un peu chaud, des petites tuées. Ça m'a fait plutôt ça. Ça fait un peu peur. Et moi, en fait, c'est pour ça qu'il faut gérer son risque. En fait. Voilà, c'est ça. Voilà, il faut pas. Ok, alors parfois ça marche. Voilà, c'est all-in sur un truc, ça marche. Puis bon, au final, il faut pas qu'il y ait de stress en fait dans son investissement. Dès lors qu'il y a un stress, c'est qu'au fond, tu sais au fond de toi que tu prends un risque inconsidéré par rapport à, et que tu passes plus en mode casino, ça passe ou ça casse, ça passe au mieux, ça passe pas. Mais chacun après son rapport au stress, quoi. Non mais on est d'accord, moi c'était justement cet élément-là. À partir du moment où moi-même, comme toi du coup, j'ai compris, tu as ressenti le stress de la personne, c'est que lui-même était donc très stressé sur cette position-là. C'est qu'il n'a pas forcément bien géré son risque, parce que normalement tu dois pas te retrouver dans de telles situations. Oui, il a tenté un truc, il était content parce qu'il y a une petite reprise, il a réussi à sortir à moins 1700. Probablement c'est mieux que moins 10 000, mais ça fait quand même mal. Et alors le dernier, et on arrêtera là-dessus, j'en ai un dernier pour toi. How to trade crypto like a pro in 3 simple steps. Step 1. Identify market structure on the higher time frames. We are currently looking at crypto XRP on the daily chart. I can see a change in market structure. Price is forming higher highs and higher lows, creating this bullish market structure. Step 2. Identify and mark out any key levels. I like to trade using supply and demand zones. Here is an example of a strong demand zone. Let's check the desk mat to confirm. It is a rally-based rally zone. We know this is a strong demand zone because of the big move following this candle. So we know buyers are waiting here for the price to pull back, so they can enter long. If you want to learn more about supply and demand, then you need this book. Bon, je vais couper ici parce que déjà on voyait le... Déjà un peu plus construit, ouais. Ouais, bah voilà, c'était cet avis-là que je voulais. Qu'est-ce que tu en as pensé quand même de cette vidéo? Il y a déjà plus d'éléments, il croise les patterns techniques, les zones de liquidité, des choses comme ça. Donc oui, ça c'est des... Mais pour le coup, l'aspect liquidité, c'est vraiment majeur. Alors parfois, justement, les gens ont une mauvaise lecture de ça. C'est qu'ils vont te dire, mais non, regarde, la liste technique, ça marche pas. Tu m'avais dit tel support, bah, ça... mais non, au contraire, si ça marche. Sauf qu'il faut croiser avec les informations de liquidité. Et typiquement, l'exemple dont je te parlais tout à l'heure, on revient à 10. On bascule sous 10, ça n'invalide pas l'analyse technique. Au contraire, on va chercher les stops en dessous et lorsqu'on reprend les 10, là c'est le bon signal. Donc non, c'est déjà plus intéressant. Mais c'est bizarre, t'as pas été attiré par la liasse de billets au départ de la vidéo. J'ai pas fait attention. Non mais voilà. Rapide. Mais c'est justement, en gros, c'était un peu la conclusion. Il y en a vraiment énormément quand tu te balades un petit peu sur Insta, TikTok ou YouTube Shorts et que t'as un intérêt envers l'investissement. T'es bombardé de ce genre de vidéos. Alors là, justement, ce que je trouvais dommage, c'est que le gars fait clairement, voilà, il affiche des liasses de billets. Alors que dans le fond, finalement, je suis un peu d'accord avec toi, il y a quand même un fond technique qui semble assez intéressant. Mais je trouve que c'est pollué par ce truc de je veux mettre en avant des billets pour montrer que je suis rentable, etc. Mais bon, on va. De toute façon, en toute honnêteté, ça, je dirais que c'est un peu l'appât du gain. C'est ce qu'il faut revenir les épargnants vers les marchés financiers, quel que soit le type d'investissement, de toute façon. C'est ce que les gens viennent chercher en bourse, quoi. Ouais, mais ce que je trouve, moi, ce qui me rassure quand même encore, c'est que je vois qu'il y a quand même beaucoup de jeunes qui tombent sur ces trucs-là. Moi, ça me fait un petit peu peur dans un sens de se dire qu'on peut, croire. Ça, je pense que ça peut amener certains esprits à aller gâcher leurs 5 ans d'épargne bêtement. Tout à fait. Mais ça, après, c'est une question plus d'éducation, de personnalité. Mais quand ta seule éducation financière à 18 ans sur TikTok ou même un peu avant, c'est de voir ça. Oui, tu vas croire qu'en fait tu vas pouvoir devenir riche très vite en investissement avec des gros leviers, etc. Moi je suis encore rassuré de voir que tu vois, toi tu as une stratégie de trading qui est, comme on l'a expliqué, donc beaucoup plus long terme. Limite, moi je regarde beaucoup tes vidéos et j'utilise ton contenu pour mon trading spot, donc juste acheter, vendre des cryptos. Et je considère que c'est du contenu qui est aussi adapté pour des non-traders finalement, enfin pas des traders avec levier, etc. au sens qu'on peut l'entendre. Et donc je suis content de voir que tu vois, les gens s'intéressent quand même à du contenu comme celui-là et pas à ok, je veux savoir si demain Bitcoin va faire. Oui, non, parce qu'après, il faut donner ses dates avec soi-même. Hein, il y en a toujours pour te dire j'ai raison 99% du temps, t'achètes là, tu vends là. Moi, je me souviens quand je bossais dans l'industrie du marché d'échange, on avait parfois des partenaires ou potentiels partenaires qui m'appelaient Vincent, j'ai un algorithme
qui a raison dans 99% des cas. En fait, dès que j'avais ce discours-là, tout de suite, t'as même pas envie de rencontrer la personne. Je me dis, arrête. Même si c'est super bien monté, tout ce que tu veux, méthodologique, c'est non, à un moment ou à un autre, arrêtez, c'est pas vrai. Enfin, c'est voilà, il faut. Puis, enfin voilà. Donc voilà, ne vous faites pas avoir. Parce que vous voyez sur les réseaux et écoutez Vincent plutôt. Pas trop non plus. Non, je plaisante. Non, mais en tout cas, voilà. Bon, on a fait le tour des sujets que je voulais aborder. Donc, on retient que 2023 était une bonne année. 2024, l'année de la TH. L'année de la confirmation. L'année de la confirmation. Est-ce que ce sera une année décisive? Je pense que ça, c'est la question de la communauté. C'était l'année dernière. Ah, c'est pour ça qu'il y avait autant de semaines décisives. Après, qu'est-ce qu'on a... la chose, en fait, c'est que moi, je trouve toujours quelque chose de décisif, mais effectivement. Il faudrait que j'arrive à avoir 5 ou 6 adjectifs un peu différents. Des synonymes de décisif. À degré. Ouais. Bah, tu peux nous mettre des décisifs perdus, 1, 2, 3, 4, 5. Hein. Mais bientôt, ma prochaine vidéo sur Cryptos sera semaine décisive. Mais vraiment. Bah, pour le coup, là, avec les ETF, elle sera vraiment vraie. Bon, bah, en tout cas, merci beaucoup Vincent. Merci, ça fait Lilian, plaisir. plaisir. Bah, voilà, moi, ça fait plaisir d'avoir pu te recevoir en podcast. En dehors de ton studio, donc je suis content que tu nous aies rejoints. Merci à toi. Merci à toi. Et puis je te souhaite une excellente année aussi, Toi aussi. par le biais de Cryptos et de tes autres activités bien sûr. Et voilà, merci encore à toi. Merci. Ciao Vincent. Au revoir.